Avec la fin de la guerre et la libération de la France, le film qui était interdit avant est arrivé enfin aux écrans français. Tel classique américain que Citizen Kane, Casablanca et le Maltese Falcon pouvaient être enfin montrés. Ils étaient une révélation à un groupe de jeunes hommes. À ce jeune homme, allant au cinéma était une expérience passionnante. D'abord, il y avait le frisson d'entrer dans un cinéma et d'espérer ne pas être attrapé. Puis, il y avait le frisson de voir des films qui étaient interdits avant pour la première fois. Un genre favori particulier était le film noir, les gangster films américains caractérisés par le cadre urbain sinistre et le personnage de morale ambiguë. Le style de ces films avait un impact énorme sur les jeunes hommes qui les ont regardés. Dans ces jeunes hommes qui ont pris leur enfance de romans et films de pulp, une passion pour le cinéma est née et consolidée. En 1951, André Bazin a aidé avec la fondation du magazine Cahiers du cinéma pour laisser les cinéphiles à écrire de leur art adoré. De ces pages est venue la génération de cinéastes qui secoueraient le monde cinématographique. Les critiques de Cahiers du cinéma étaient en avant-marre du cinéma français stagnant, et ils ont regardé en Amérique où ils ont vu un art énorme dans les films. En 1954, un article écrit par François Truffaut de 22 ans, une tendance certaine du cinéma français à attaquer la qualité française, qui Truffaut a vu comme le cinéma de papa, les films faits sans souci d'expression artistique individuelle. Plutôt, Truffaut a vu ce sens d'expressivité et individualité dans les cinéastes basés en Amérique, compris Orson Welles, John Ford, Howard Hawks, Nicolas Ray, Fritz Lang, et l'idole cinématographique de Truffaut, Alfred Hitchcock. Ces hommes étaient vus en Amérique comme les cinéastes des films B, des films qui ne méritaient pas l'analyse sérieuse. Mais selon Truffaut, ces hommes représentaient le cinéaste idéal. Cette croyance se dirigeait à la formation de la politique des auteurs, qui préconisait que la cinéaste soit l'autorité suprême sur son film, l'imprégnant avec un style distinct et constant, visuel ou thématique. Le film de demain m'apparaît plus personnel encore qu'un roman individuel et autobiographique, comme une confession ou comme un journal intime. Jeunes cinéastes s'exprimeront à la première personne et nous raconteront ce qui leur est arrivé. Cela pourra être l'histoire de le premier amour ou de le plus récent, la prise de la conscience devant la politique. Une réussite de voyage, une maladie, le service militaire, le mariage, leurs dernières vacances. Et cela pourra presque forcément parce que ce sera vrai et neuf. Le film de demain ne sera pas réalisé par des fonctionnaires de la caméra, mais par des artistes pour qui le tournage d'un film constitue une aventure formidable et exaltante. Le film de demain ressemblera à celui qu'il a tourné,
et le nombre de spectateurs sera proportionnel au nombre d'amis que possède le cinéaste. Le film de demain sera un acte d'amour. En même temps, Jean-Luc Godard utilisait les pages de cahiers du cinéma pour préconiser son propre théorie cinématographique. L'idée centrale était la croyance que le réalisme est l'essence du cinéma. Selon Godard, un film doit devenir la réalité à lui-même. Les takes longs et interrompus qui pouvaient créer un sens de réalisme reliant le voyeur au film étaient loués et ils apparaîtraient dans les propres films de Godard. Ces deux hommes, Truffaut et Godard, deviendraient plus tard les représentants dirigeants de la nouvelle vague. Mais leur père, Éric Rohmer, Jacques Rivette et Claude Chabrol iraient aussi aux carrières longues et respectées. En 1957, Rohmer a pris le relief de Bazin Malpartant comme rédacteur de cahiers de cinéma, en même temps que les autres critiques commençaient à mettre leur théorie à la réalité. Étonnamment, ce n'était ni Truffaut ni Godard qui a fait le premier film de la nouvelle vague. Plutôt, c'était Claude Chabrol. Financé par le propre d'Angèle Chabrol, Le Beau Serge était filmé à la vie natale de Chabrol. Le film récite l'histoire de François qui revient à sa vie natale et trouve que son bon ami Serge est devenu un ivrogne irrité. C'était l'approche fraîche et crue de Chabrol qui marquerait plus tard la nouvelle vague. Jean-Claude Burali, qui allait jouer François, est devenu un des acteurs les plus iconiques de la nouvelle vague. En même temps que François Truffaut a préparé son premier film, André Bazin est mort à l'âge de 40 ans. Après avoir servi de mentorat aux jeunes hommes de cahiers du cinéma, la mort de Bazin était dévastateur. La profondeur de l'importance de Bazin peut être vue dans le fait que Truffaut a consacré son film à Bazin. Les 400 coupes, une histoire semi-autobiographique de la jeunesse, apporterait de l'attention internationale, d'acclamation et de la popularité à la nouvelle vague. Le film récite l'histoire d'Antoine Doinel, le tournoi cinématographique de Truffaut. Par Doinel, Truffaut exorcise ses propres sentiments d'être un fils bâtard. La résonance du film avec les spectateurs l'aidait à gagner de l'acclamation internationale énorme. Et c'était la première fois que la communauté cinématographique mondiale a entendu d'un film de la nouvelle vague. Il a fait aussi en vedette de Jean-Pierre Léaud qui a joué Doinel. Alain Resnais, bien que pas un membre de l'équipe de cahiers du cinéma, avait beaucoup de similitudes de style. Une histoire de mort entre une Française anonyme et un Japonais anonyme. Hiroshima Mon Amour reflète sur la guerre qui avait fini seulement 15 ans avant. Le film juxtapose le passé et le présent librement, un exorcisme des fardeaux de la Deuxième Guerre mondiale, pour les deux amants et pour Hiroshima, les cités dévastées. On est un cubiste, je veux dire que c'est le premier cinéaste moderne du film de son. Godard a été directement après Truffaut de faire un film. Ensemble avec les 400 coupes et Hiroshima Mon Amour, complétant la trinité sainte des films de percée de la nouvelle vague et à bout de souffle. Jean-Pierre Belmondo joue Jean-Michel qui souhaite émuler Humphrey Bogart. Après de voler une voiture et tirer sur un flic, il s'enfuit. Au cours, il rencontre l'américaine Patricia qui vend des numéros de New York à la Tribune dans les rues de Paris. L'utilisation des caméras de main a cassé la barrière entre la réalité et le cinéma. Et
Godard utilisait des jump cuts à embrouiller les spectateurs par coupant par des moments d'un take long. Ce que je veux dire détruire surtout est l'idée de la culture. La culture est l'alibi de l'impérialisme. Il y a un ministère de guerre et le ministère de culture, donc la culture est la guerre. Résultant de ces efforts, Godard a été loué de faire un des films les plus iconoclastes de J'avoue et un succès critique et populaire. Belmondo deviendrait aussi une vedette de la nouvelle vague.